Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette présentation spéciale, un documentaire d'1 heure consacré à la guerre des motards, guerre dont on ressent encore aujourd'hui les impacts. Entre 1994 et 2002, les Québécois ont été témoins d'une guerre sanglante opposant les Hells Angels à d'autres groupes de criminels organisés. Plusieurs d'entre vous s'en rappellent très bien, alors que quotidiennement, bombes et meurtres faisaient la une des journaux. Malheureusement, l'histoire semble vouloir se répéter. Au cours des derniers mois, on a assisté à plusieurs règlements de compte au sein de la mafia italienne, tout ça avant la sortie de prison de Vito Rizzuto qui est prévue pour cet automne. Plus récemment, des membres de gangs de rue s'affrontent dans les rues de Montréal et font d'autres victimes. Avec ces événements en toile de fond, avec la reprise des méga-procès et la libération de membres des Hells Angels, une chose est certaine, l'automne s'annonce mouvementé. On a affaire à une gang de motards à l'échelle internationale. Les Hells Angels, l'une des organisations les plus craintes, non seulement au Québec, mais également à l'échelle planétaire. Ils sont présents dans 25 pays et on compte près de 250 chapitres bien établis. En fait, on les retrouve dans les régions où les ressources peuvent leur permettre d'étendre leurs empires criminels et pour mener à bien ce projet, ils n'hésiteront pas à éliminer la compétition. C'est un groupe de motards criminels qui a vu le jour en 1977 au Québec. C'est une importation américaine. C'est le chapitre de New York qui est venu fonder le premier chapitre des Hells le 5 décembre 1977. Dans les années 70, presque chaque village avait son groupe de motards. Au Québec comme ailleurs depuis leur création, les motards criminalisés comme les Hells Angels ont une structure hiérarchique bien établie afin de mener rondement leur commerce de stupéfiants. Chaque grande organisation de motards criminalisés a normalement des clubs affiliés, comme les Jokers, les Evil Ones ou bien les Rockers, qui seront plus tard connus pour leur grande implication dans la guerre des motards. Ces membres des clubs désirent tous un jour ou l'autre porter l'ange de la mort, fier emblème des Hells Angels. Le membre, c'est l'autorité suprême. C'est le haut de la pyramide. Tout ce qui est en bas de ça, là, ce n'est là que pour servir. Le membre des Hells Angels, ce qu'on appelle le full patch, a droit de vie ou de mort sur tout ce qui est en bas de lui. Il y a 8 paliers pour partir d'en bas complètement, là, d'un club affilié, pour t'en venir au top de la pyramide. Il n'y a pas une tape sa gueule. Il n'y a pas un méfait. Il n'y a pas une activité criminelle qui se fait, qui n'est pas commandée par en haut. Avant d'être membre dans un club de motards, tu vas être un prospect. Tu vas normalement faire 12 mois comme prospect. Ils vont te demander de faire tout ce que c'est qu'un membre a besoin d'avoir. Et qui était prêt à faire les basses besognes des Hells Angels full patch. Donc les Hells comme tels ne se mouillaient jamais. On envoyait ces petits groupes de motards-là faire finalement le sale boulot, c'est-à-dire battre des gens, menacer des personnes, entrer dans des bars pour imposer la loi. Et c'était un peu comme ça que les Hells étaient capables d'imposer le respect. Chacun a un rôle à jouer. Puis le rôle des motards, à cette époque-là, c'était de tisser des liens à l'intérieur des bars où est-ce qu'on trouve des consommateurs de drogue. Et ces liens-là leur permettaient d'exercer leur commerce. Les gens qui sont recrutés dans les clubs de motards, c'est des gens qui peuvent aider le gars en haut à devenir riche, à devenir multimillionnaire.
Donc, tous ces gens-là étaient très bien organisés et répondaient hiérarchiquement avec un système de règlements qui se sont fixés eux-mêmes pour organiser le commerce des stupéfiants. Il y a la règle du 10 c'est-à-dire que tu dois remettre au club 10 de ce que tu fais en activité criminelle. Tu fais 100 000, c'est 10 000 que tu dois remettre au club à chaque church meeting. Faut pas le système. Excuse le terme, faut pas le système. Parce que si tu fous le système, t'es mort. Et l'argent va au mononcle, va aux membres des Hells Angels. Tout est fait pour enrichir le gars qui est en haut. Ceux en bas sont à salaire. Ceux en bas se font une vie, ils doivent payer les 10 à ceux d'en haut. C'est vraiment un réseau pyramidal d'activités criminelles. Tant que tu es un frère, il ne se passe rien. Si tu commences à les voler, ou si tu commences à voler de l'argent, ou à te mettre de la poudre dans le nez, ou à tromper tes frères, tu as des chances de te faire mettre dehors. Dès les années 80, les Hells Angels ont la main mise sur le commerce et la distribution de stupéfiants sur une très grande partie du Québec. Chaque région est alors contrôlée par un chapitre. L'un d'eux fut complètement rayé du paysage le 24 mars 1985 dans un épisode d'une extrême violence qui marquera à la fois l'histoire des Hells Angels, mais aussi celle du Québec. La fameuse tuerie de Lennoxville, c'est lorsqu'on a décidé d'exécuter les membres du groupe North de Laval parce qu'on trouvait que ces gens-là, à l'intérieur du groupe de motards, consommaient les stupéfiants qui auraient normalement dû être vendus. Alors, on avait un groupe qui était désorganisé et les Hells ont décidé de faire le ménage, donc on a éliminé le chapitre North. L'un des plus connus est le chapitre des Nomades, un chapitre itinérant créé par Maurice Montboucher, l'un des individus ayant le plus marqué l'histoire du crime organisé au Québec. On a longtemps considéré les membres de ce chapitre comme les grands acteurs de la guerre des motards et ceux qui réellement contrôlaient le trafic de stupéfiants à Montréal. Les chapitres étaient quand même organisés d'une façon un peu spéciale. Si on prend pour acquis, entre autres, que le chapitre de Montréal n'était pas à Montréal, le chapitre de Montréal, c'était Sorel qui contrôlait donc la drogue à Montréal. Le chapitre de Sherbrooke était le seul qui pouvait s'approvisionner ou alimenter les nomades en stupéfiants. C'est le seul chapitre qui avait cette capacité-là. Qui était très indépendant, qui contrôlait la vente de stupéfiants, notamment dans tout le secteur de l'Ontario. Donc, on disait souvent que les Hells de Lennoxville étaient probablement les plus riches au Québec, sinon au Canada. Les nomades, eux, étaient très riches, mais n'avaient pas nécessairement d'emprise sur les décisions qui pouvaient être prises justement à l'extérieur de Montréal, comme à Sorel, comme à Trois-Rivières, comme à Lennoxville. C'est sûr que chaque chapitre prenait des décisions qui pouvaient leur être propres à leur chapitre, et il y avait aussi des décisions de groupe, d'ensemble qui ont été prises. Et je pense entre autres à la décision de la guerre au Québec. Cette décision va marquer à jamais l'histoire du Québec. Le trafic de stupéfiants, principalement de la cocaïne dans la région de Montréal, sera le fil conducteur de la guerre des motards, guerre sanglante qui s'étalera sur 8 ans. Comme vous le verrez, pour les motards, soldats de la guerre, les alliés du passé seront les ennemis du futur. S'il y a assez de place pour tout le monde, c'est correct. Les guerres prennent parce qu'il y a du monde dans les Hells Angels qui veulent avoir la part de leurs voisins.